Si no hay ninguna objeción. Bien, s'il n'y a plus de remarques de votre part, je vous propose de passer sans plus attendre au point 1 de notre ordre du jour. La pétition 0612-2011 qui concerne toutes les 626-2011 concerne toutes les personnes flouées par la hypothèque, et là c'est Madame Ada Colau qui interviendra. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à Madame Colau. C'est pour nous un honneur de l'avoir parmi nous. Et je pense que ce combat qui est mené en Espagne pour défendre le droit au logement, pour que la crise n'ait pas trop de répercussions sur des personnes sans défense, car le nombre de familles concernées est énorme, c'est très important, et vous avoir parmi nous aujourd'hui est un grand honneur, afin que vous, au nom de votre plateforme, vous puissiez expliquer tout ce que vous faites pour la protection de cette famille. La législation populaire, c'est un exemple de démocratie, et j'espère vraiment que le gouvernement espagnol vous entendra et fera preuve de suffisamment de bon sens. Le débat d'aujourd'hui devrait nous permettre d'arriver à une législation qui protège les personnes et empêche qu'on les expulse de leur maison. Merci, Monsieur le Président. Ces commentaires, vous les avez faits en fonction de votre titre du président de la commission des pétitions ou en tant que représentant du groupe? Eh bien, je vous répondrai. Ici, j'assume ma fonction de président, bien sûr, et en tant que président de cette commission, je vous souhaite la bienvenue à la représentante de la plateforme. Les jugements de valeur, par contre, sont personnels, mais en tant que député, je le répète, c'est pour moi un honneur d'avoir parmi nous Madame Colau, et avec tout ce que cela signifie, tout ce que cela représente. En tant que présidente, je souhaite la bienvenue officiellement à la représentante de cette plateforme pour son intervention, et ensuite je donnerai la parole à la Commission européenne. Il y aura ensuite un débat, après quoi vous aurez de nouveau la parole et nous tirerons les conclusions. C'est le président à ce moment-là qui tirera les conclusions. Sí, hola. Buenas tardes y muchas gracias. Bonjour à tous et merci de nous accueillir au sein de votre Parlement. Je m'exprime au nom de la plateforme, au nom des milliers de personnes qui participent à ce mouvement. Aujourd'hui, je ne suis qu'un visage de cette plateforme, mais c'est un mouvement qui est très important. Des milliers de personnes sont engagées, sont impliquées dans la défense des droits de l'homme en Espagne. Et je serai brève, 5 minutes, ce n'est pas assez pour tout expliquer, pour tout mettre sur la table, mais un des points qui est le plus important pour nous, c'est qu'ici, nous sommes là pour parler de la situation en Espagne. L'Espagne, pays européen, l'Espagne, membre des pays industrialisés, des pays riches. Aujourd'hui, en Espagne, les droits de l'homme sont violés, les droits de milliers de citoyens et de citoyennes. Quelques chiffres, parce qu'on ne sera pas très long. En termes de logement, au cours des 5 dernières années, il y a eu plus de 400 000 exécutions hypothécaires. En 2012 uniquement, d'après des chiffres très récents, il y a eu 40 000 expulsions d'un logement primaire, c'est-à-dire que des familles ont été directement touchées. 40 000 logements, c'est abstrait, mais c'est plus de 100 saisies par jour. C'est une saisie tous les quarts d'heure d'une famille espagnole. ¿No funciona la traducción? Il y a un problème au niveau de l'interprétation? Sí, parece que hay un problema técnico. Apparemment, il y a un petit problème technique pour l'interprétation vers le grec, semblerait-il. La interpretación. Bueno, decía entonces, en tema de viviendas. Bien, donc en termes de logement, il s'agit de plus de 400 000 exécutions hypothécaires au cours des 5 dernières années. Rien que pour 2012, 40 000 expulsions d'un logement primaire.
c'est-à-dire sans exécution par jour, chaque quart d'heure, des familles, des logements sont touchés. Ici, on parle pas de locaux commerciaux ou autres, il s'agit de logements. Alors ce sont des chiffres terribles. En outre, il s'agit là d'une anomalie dans le contexte européen. L'Espagne, c'est l'État de l'Union européenne qui expulse le plus. Et en même temps, c'est un paradoxe parce que c'est là qu'il y a le plus de logements vides. D'après les chiffres officiels nationaux, il y aurait plus de 3,5 millions de logements vides. C'est plus de 13% du parc total. Donc c'est le pays avec le plus de logements vides et or c'est le pays où l'on expulse le plus de familles de leur logement primaire, de leur logement principal. Et puis, il y a la loi hypothécaire qui constitue une véritable anomalie tant au plan européen qu'au plan mondial. Les banques s'approprient les logements à 60% de leur valeur. Et quand on ajoute les coûts judiciaires et autres, cela signifie que des milliers de personnes qui se retrouvent au chômage en raison de la crise actuelle ne peuvent plus rembourser leur emprunt, sont expulsés de leur maison, mais sont victimes d'une dette à vie. Parce qu'en plus, en Espagne, il n'y a aucune manière de liquider cette dette, d'apurer cette dette. Et donc, les personnes qui ont accédé à un logement, qui l'ont fait en suivant les recommandations de l'État espagnol, c'est-à-dire en s'endettant, en contractant un emprunt, parce qu'au cours des dernières années, la politique de l'État, qu'elle soit socialiste ou populaire, la recommandation, c'était contracter une hypothèque et pour accéder à un logement, le président a l'amabilité de demander à l'oratrice de parler un peu plus lentement pour que les interprètes puissent suivre. Merci, Monsieur le Président. Je disais donc que des milliers de personnes qui ont suivi la recommandation de l'État, à savoir accéder au logement via une hypothèque, via un endettement, aujourd'hui se retrouvent avec une dette à vie, une dette énorme de 100 000 à 300 000 euros, une dette qui restera et qui sera insolvable. Bref, c'est une exclusion sociale, c'est une incitation au marché noir et c'est une humiliation pour des milliers de familles. Et ce ne sont pas ces familles qui sont responsables. Elles ont simplement répondu à un besoin fondamental, un droit fondamental, accéder à un logement. Elles ont suivi les recommandations de l'État en passant par l'hypothèque. Une fois que la bulle immobilière a explosé, les premières victimes, c'était les familles les plus vulnérables. Les banques n'ont pas dû assumer leur part de responsabilité, l'État ne l'a pas fait non plus. Et donc, en espagnol, on a une mauvaise pratique bancaire généralisée avec le couvert et la protection de l'État. Et ces clauses abusives, ces tromperies ont été pratiquées de manière tout à fait sans aucune sanction. On s'est retrouvé dans une situation où les familles ont souffert de désinformation. On leur a dit « vous ne pouvez que payer votre hypothèque ». Je pense que si ces personnes avaient su à quoi elles s'engageaient véritablement, elles n'auraient pas signé les contrats, mais n'ont pas été suffisamment informées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on a une escroquerie avec complètement illimitée. Alors j'ai des données vraiment très, très détaillées qui pourraient étayer ma cause, mais qui est important, c'est de savoir que ce sont des milliers de familles à qui on a enlevé le droit au logement. Ce sont des familles qui se retrouvent proscrites financièrement. Ce sont des familles qui n'ont plus accès à l'activité économique, qui ne peuvent plus trouver un emploi, louer un appartement, parce que votre nom est sur une liste rouge avec une dette à vie. Et cela engendre évidemment des tensions énormes qui ont un impact sur d'autres droits fondamentaux. Par exemple, la santé des familles qui souffrent de dépression, d'anxiété, d'angoisse. On constate qu'il y a des tentatives de suicide, des suicides qui sont directement liés à ces expulsions et à cette situation financière. Ce sont des enfants, ce sont des personnes âgées, des personnes malades qui sont touchées. La loi ne fait aucune différence. Et donc,
tout le monde est touché par cette situation, par cette loi criminelle qui condamne des personnes à vie. Cela fait 5 ans que nous sommes dans la crise, ça fait 5 ans que nous sommes dans cette situation anormale et les gouvernements, tout d'abord socialistes et aujourd'hui gouvernement du Parti populaire, les deux gouvernements n'ont fait que prendre des mesures de sauvetage financier. Des millions ont été consacrés pour sauver les entités financières responsables de ce cauchemar économique, responsables de la misère que sont en train de vivre les familles, les banques qui ont escroqué une grande partie de la population. Au lieu de réglementer ce marché financier, le gouvernement, que fait-il? Eh bien, avec notre argent, avec l'argent public, il est en train de sauver ces entités et sans demander de contre-prestations sociales ou de prestations pour alléger la situation de ces personnes. Voilà ce qu'a fait l'État. En plus de cela, il a mis à disposition les ressources publiques pour que ces banques, ces entités financières puissent violer les droits fondamentaux de la population. La police, finalement, se retrouve au service des banques pour aider à l'expulsion de ces familles. Au cours de ces dernières années, c'est les citoyens qui auront répondu à cette situation. Des milliers de citoyens anonymes qui ont fait entendre leur voix. Et ici, nous avons une reconnaissance particulière que nous voulons faire valoir pour ces citoyens qui depuis plusieurs années se mobilisent, mettent en avant, risquent leur vie, leur santé, qui essayent d'éviter ces expulsions. Ils ont poussé les banques à discuter d'un certain nombre de clauses. Donc finalement, ce que devrait faire l'État, ce sont les citoyens qui le font. Mais ils le font sans même avoir ne fût-ce qu'1% des ressources dont dispose l'État. Ce mouvement citoyen a culminé au cours de ces derniers mois avec une initiative populaire. Le Parlement européen réclame 1 million de signatures pour avoir une proposition de réforme législative. Une réforme qui reprendrait le minimum de bon sens pour pouvoir donner une deuxième chance à ces familles qui ont été victimes d'escroqueries et qui sont sans logement. Il faudrait que les personnes puissent apurer leurs dettes en cas d'expulsion. Ce serait le minimum. Il ne s'agirait pas d'un cadeau. Normalement, on remet son logement pour liquider la dette, on renonce à la dette et on perd les investissements réalisés. En général, c'est 150 000 euros. Dans les cas de Dacio Insolutum, on perd de toute façon son investissement, on perd son logement. Mais il faudrait que ces dettes soient apurées pour que ces personnes ne se retrouvent pas endettées à vie. Et donc ce Dacio Insolutum, ce serait vraiment le minimum. Après, il faudrait avoir un report de l'expulsion d'un logement principal. Il faudrait que ces logements ne répondent plus à la mission sociale qu'il aurait donnée par la Constitution. Il faudrait aider les familles qui ont besoin en leur donnant un loyer social. Voilà ce que nous demandons. Nous avons pu récolter 1 demi-million de signatures et aujourd'hui nous en sommes même à 1,5 million, 3 fois ce qui est demandé. Et selon les enquêtes, entre 80 et 90% de la population espagnole est favorable à ces mesures. C'est ce que l'on a pu lire dans la presse et pas dans nos publications privées. En outre, l'organisme qui est chargé de faire appliquer la législation s'est prononcé de manière très ferme sur la nécessité de mettre un terme à cette loi, afin de mettre un terme à l'injustice prononcée quotidiennement par les tribunaux. On a eu un arrêt de la Cour européenne de justice qui a donné raison à ce mouvement citoyen, disant que ce mouvement d'exécution et d'application d'hypothèques viole le droit des consommateurs, en commençant par le droit de base qui est la défense de chaque citoyen. Et
l'impossibilité de faire valoir les clauses abusives de ces contrats d'hypothèque. Dans le cas de l'Espagne, les contrats d'hypothèque reprennent toute une multitude de clauses abusives. Il ne s'agit pas d'exception, mais de la règle. Donc il y a cet arrêt, tout le monde espérait que l'arrêt qui a fait référence à une directive qui date d'il y a 20 ans et qui est contraignante. Or, l'État n'a pas appliqué cette directive au niveau national. Donc, il y a non-respect de cette directive de la part de l'État et ce non-respect, ce sont les citoyens qui le payent. Tout le monde espérait que par cet arrêt, le gouvernement paralyserait immédiatement toutes les procédures, mais une fois encore, et sous pression des banques, ça ne s'est pas produit. Le gouvernement ne réagit pas. Les juges réagissent, mais pas le gouvernement. Et puis, il y a eu une proposition de loi proposée par le Parlement, mais qui n'a pas pu, qui était soutenue par les citoyens, mais le parti du gouvernement s'est retrouvé seul avec un projet de loi et aucune des mesures qui faisaient le consensus dans la population n'était reprise. Le pire de tout, c'est qu'il n'entre pas dans le cœur du problème. Il ne propose pas de solution. Il ne propose pas de solution à ces milliers de familles concernées et ils n'ont rien prévu concernant le loyer social. J'en viens à mon dernier point, je vous promets. On pénalise en Espagne les citoyens qui se battent pour ces droits. Le gouvernement n'a pas donné de réponse à ce problème et on arrive à une situation d'action pacifique des droits des floués. On nous qualifie de nazistes, de terroristes, on nous impose des amendes de milliers d'euros et Amnesty International, la semaine dernière, a fait un commentaire très dur en demandant au gouvernement espagnol de rectifier le tir. Et pour terminer, dernière phrase. Ici, ce dont il s'agit, c'est une violation récurrente des droits de l'homme, un problème économique. Le pays ne sortira pas de la crise si les citoyens ne peuvent pas sortir de la crise. Et donc, par conséquent, tant pour le respect des droits de l'homme que pour des raisons économiques, que par respect de ce qui a été prononcé par la justice, il faut déclarer une situation d'urgence. Une situation d'urgence qui n'a rien à voir avec la situation dans les autres pays européens. Vous savez qu'en Espagne, l'euroscepticisme est grand. Le citoyen est très bien loin de l'Europe et ne sait pas à quoi sert l'Europe. Or ici, vous avez l'occasion de leur prouver que l'Europe sert bel et bien à quelque chose. Si vous voulez que les citoyens européens, lors des prochaines élections, soient motivés pour se rendre aux urnes, il faut absolument que vous veniez au secours de ces citoyens qui sont dans la souffrance, dans une souffrance indicible qui conduit parfois à la mort de certains. Merci. Muchas gracias, señora Colau. A continuación, por... Merci, madame. Monsieur Steiner, de la Commission. Merci, bonjour. Je souhaite remercier madame Colau de son témoignage sur la citoyenneté, sur les témoignages de confiscation en Espagne. En 2011, nous avions une pétition, et la pétition que nous voulons discuter aujourd'hui de monsieur Marianne, dans laquelle il militait pour introduire au niveau européen le datio insolutum en tant qu'approche. À l'époque, en tant que service de la Commission, nous avons répondu que cette procédure de règlement des différends n'était pas régulée au niveau UE, mais seulement au niveau des États membres. Cette réponse n'a pas changé depuis lors, mais je souhaite vous faire rapport d'un certain nombre de développements qui ont déjà été mentionnés pour certains par madame Colau. D'abord, l'arrêt de la Cour de justice sur l'affaire Assis, qui invite clairement l'Espagne à réviser ses procédures et à donner aux juges le temps nécessaire d'analyser la question de savoir si le
traitement inéquitable lié à la directive compétente a été respecté ou pas. Je suis particulièrement ravie de voir les rapporteurs et un nombre important de députés ici. Les colégislateurs, le 23 avril, ont pris une décision portant sur un texte de compromis sur la proposition de la Commission concernant les crédits hypothécaires. Et le texte, qui est encore bien sûr à l'adoption par le Parlement européen et doit encore aussi être adopté par le Conseil, comprend un certain nombre d'amendements déposés par les rapporteurs précédents. Comme le texte n'est pas encore définitif et n'a pas encore été officiellement publié, je vais simplement vous donner le communiqué de presse du Parlement européen qui dit d'abord, pour protéger mieux les emprunteurs, les députés souhaitent que le retour des collatérales, c'est-à-dire de la propriété elle-même, suffira à rembourser dans la mesure où le prêteur et l'emprunteur sont expressément d'accord sur cette procédure dans le contrat. Et un autre amendement où le défaut de paiement. Les députés souhaitent pouvoir vendre la propriété pour le meilleur prix possible, et ce qui permet de faciliter le remboursement de la dette restante pour protéger le consommateur et éviter qu'il ne devienne surendetté sur le long terme. Telle est l'analyse de ce qui est ressorti des dispositions du Parlement européen et du Conseil convenues le 22 avril. La Commission soutient le texte tel qu'il est actuellement tel qu'il figure actuellement dans ce projet d'accord. Une autre évolution dans ce dossier, c'est le niveau des autorités européenne de supervision bancaire. L'autorité bancaire européenne, le BA, a commencé à travailler, à plancher sur un avis concernant les bonnes pratiques dans le domaine des forclusions. Cet avis est fait encore l'objet d'une adoption interne, une procédure d'adoption interne, et en tant que telle n'a encore aucune valeur en droit. Mais fondé sur l'élément juridique futur, il est probable que le BA va, sur cette base, préparer des orientations dans ce secteur qui seront ensuite soumises aux autorités compétentes au plan national. La Commission a également tout récemment demandé au FSUG, le groupe sur les d'utilisateurs des services financiers, de se pencher sur le surendettement. Et sur les moyens de protéger les consommateurs en difficulté financière. Nos collègues de la DG Sanco sont aussi en train de préparer un rapport plus important et global sur le surendettement qui devrait être publié à la fin du printemps de cette année. Une fois que ces rapports seront publiés à la Commission, nous envisagerons des options futures. Merci. Merci, Nair. Les députés ont la parole. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie que Madame Colau ait recours à la commission des pétitions aujourd'hui, parce que cette commission, Madame Colau,
est la voix des citoyens européens pour exposer leurs problèmes oralement, de façon pacifique, grâce au discours, grâce au dialogue, comme vous l'avez fait ici aujourd'hui. Et c'est ça la voie à suivre, je vous le dis. Et c'est l'essence même de la commission des pétitions et l'essence même de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne. Je vous le dis parce que vous-même, Madame Colau, je vous demande de faire passer à l'Espagne ces voies européennes et ces habitudes afin que l'Espagne puisse rapidement viser, c'est-à-dire que le harcèlement et l'intimidation que vous, parce que vous, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez expliqué aux députés grecs, bulgares qui sont ici, vous n'avez pas expliqué que ceci veut dire la mobilisation sociale. Vous n'avez pas voulu dire ce que veut dire la mobilisation sociale de votre plateforme. Et je voudrais que l'on renvoie ce message, car vous savez très bien de quoi il s'agit. Je le dis car je vis avec la menace moi-même. En 96, j'ai eu les premières interventions dans mon logement moi-même, chez moi. Monsieur le Président, j'ai écouté en toute tranquillité et sérénité les propos et j'espère que je pourrai moi aussi m'exprimer sans être interrompu. Merci. Donc en 96, j'ai eu le premier problème dans mon logement chez moi et j'ai porté plainte. Et les juges aussi. Et à l'époque, c'était une personne de Arrivatasuna qui faisait certaines choses comme vous, c'est-à-dire une erreur. C'est une erreur. Et je le dis de façon neutre, car vous êtes en train de socialiser la douleur de ce que vous représentez et vous essayez de créer l'angoisse auprès des autres et auprès d'autres familles. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et nous l'avons dit en Espagne et au Pays Basque, nous savons de quoi vous parlez. Et je peux vous le dire parce que je sais de quoi je parle. Je peux le dire ici dans ce lieu de la paix et du dialogue qu'est le Parlement européen. Je peux vous dire, Madame Colau, et je le dis clairement, et je dis à mon parti de le dire, loin de vouloir nous intimider, vos manifestations, vos interventions nous donnent la force de continuer à poursuivre nos idéaux. Et c'est un résistant qui vous parle, qui vous le dit avec tout ce que cela peut entraîner pour vous. Madame Colau, vous êtes arrivée ici, la Commission l'a rappelé, l'Union européenne vient d'adopter une disposition contre les excès hypothécaires. La disposition va créer un marché unique hypothécaire plus efficace, plus compétitif, et cette disposition va amener à une nouvelle procédure, c'est-à-dire que dans les cas de défaut, la première option ne soit pas la confiscation. Il faudra qu'on applique une tolérance raisonnable pour trouver d'autres solutions. Mais je voudrais vous dire également une chose. Ce que la commission des pétitions peut faire aujourd'hui, c'est d'appuyer les moyens que prend le gouvernement de M. Rajoy aujourd'hui, c'est-à-dire pour pallier à la situation d'urgence et d'exclusion sociale. Et je vous le dis parce que la Commission européenne vous l'a expliqué. Elle vous a dit qu'aujourd'hui, au niveau européen, l'on ne peut pas régler ces questions puisque nous connaissons la subsidiarité. Donc c'est aux tribunaux espagnols, c'est à l'Espagne de trouver la solution. C'est ce que nous dit la Commission. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre ces choses.
Je vous dis donc que vous avez tous les droits de venir ici. Vous avez le droit, comme tous les citoyens européens aussi, de vous rendre devant la commission des pétitions. Mais vous avez aussi le droit, Madame Colao, de recevoir une réponse. Et j'aurais voulu que vous expliquiez davantage que ce que vous avez expliqué. Parce qu'aujourd'hui, vous avez joué à l'agneau et pas au loup. Et en Espagne, vous jouez au loup. Merci, Monsieur Sánchez-Presedo. J'aimerais, mesdames et messieurs, que chacun veille à respecter son temps de parole. Monsieur le Président, merci beaucoup. Moi, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Madame Bacolao, la remercier de sa présence parmi nous, de nous avoir donné la possibilité de l'entendre. Et j'aimerais répondre à un certain nombre de préoccupations qu'elle a posées, des questions, des préoccupations que nous partageons au sein du groupe que je représente. Le groupe socialiste, l'Espagne a été partisan pour que l'on prenne en considération ces initiatives législatives populaires. Et nous sommes bien conscients qu'une grande partie des difficultés, une grande partie des problèmes auxquels est confrontée l'Espagne, ce sont les responsabilités au niveau du marché de l'hypothèque et qu'il faut trouver une solution. Ce que je voudrais faire, c'est vous dire, c'est vous faire part de cette position. Et puis nous devrons trouver des solutions aussi pour sortir de la crise. Nous ne sortirons de la crise que si nous nous améliorons. Nous sortirons de la crise si nous préservons les secteurs les plus vulnérables de la population et si nous arrivons à un système financier stable. Quand je pense au système financier, je pense à l'épargne des familles et au crédit des entreprises. Je ne pense pas seulement aux banquiers. Je crois que le Parlement montre bien ce qu'il faut faire. Il y a eu une limitation des salaires dans le secteur bancaire. C'était une initiative qu'il fallait prendre pour mettre un terme à certains abus constatés. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme l'a dit le représentant de la Commission, cette semaine, plus particulièrement, on est parvenu à un accord entre Parlement et Conseil sur la nouvelle directive hypothécaire. Cette nouvelle directive, je pense, touche à deux questions très importantes. D'une part, tenter d'empêcher que l'on puisse accéder à des prêts sans information, sans qu'il y ait une évaluation indépendante et donc des prêts irresponsables. Et il faut une évaluation de la solvabilité, une évaluation juste. Et en même temps, il faut veiller à ce que les problèmes posés durant la vie d'un prêt hypothécaire puissent trouver une solution juste et équilibrée. Voilà quelle est l'orientation que nous défendons. La directive hypothécaire, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle pose un certain nombre de questions et un certain nombre d'orientations. Et je pense qu'il faudra voir comment cette directive sera transposée dans les différents États membres. Mais il est clair que les États membres seront amenés à revoir leur législation dans le secteur hypothécaire pour s'aligner sur les principes établis. J'ai fait des propositions d'amendements qui ont été reprises afin de garantir que la première réponse dans le cadre d'un non-remboursement de l'hypothèque, ce ne soit pas une expulsion, une confiscation du logement, et que dès lors, il faut prévoir une tolérance raisonnable pour essayer de trouver des solutions un peu moins traumatisantes aux problèmes qui peuvent survenir lors du remboursement d'un emprunt. Deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire que lorsqu'il y a confiscation ou expulsion, les États membres devraient prendre des mesures pour protéger la population qui est la plus vulnérable. Mais des mesures réelles, pas seulement des mesures sur papier, des mesures intelligentes qui ne créeront pas des problèmes encore plus graves que ceux qu'elle prévoit d'éviter, justement. Nous envisageons également la solution du datio insolutum. Je crois que le datio insolutum, ce n'est pas une panacée. Ça peut être une
ça peut être une solution dans certains cas, mais parfois les citoyens, plutôt que d'annuler complètement le contrat, préfèrent des solutions alternatives, telles que celles qui existent dans d'autres États membres. On pourrait en parler ici, mais le datio insolutum est envisagé. Ce que nous avons proposé, clairement, c'est que les États membres adoptent des mesures pour faciliter le paiement tout en protégeant le consommateur. Il y a deux grandes orientations que nous avons prévues dans cette directive. Tout d'abord, garantir un minimum vital. Ça, c'est une question qui, à notre sens, est absolument nécessaire. Ça doit figurer noir sur blanc. Il faut prévoir exactement en quoi cela consiste. Et là, il doit y avoir un débat important. Deuxièmement, il faut mettre un terme au surendettement à long terme. Ce surendettement à long terme, c'est cela qui constitue le vrai problème pour les familles qui sont victimes de cette situation. C'est également un problème pour les banques, pour l'économie en général. Et tous les experts internationaux, de la Banque mondiale ou d'ailleurs, pensent qu'il s'agit d'un problème systémique. De la crise, on n'en sortira pas si l'on n'allège pas la charge financière pour la société. Nous devons le faire en mettant particulièrement l'accent sur les secteurs qui souffrent le plus et qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. C'est un engagement qui est un engagement commun pour nous tous. Je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui nous ayons eu la possibilité d'échanger nos points de vue. Je pense que la législation européenne en matière d'hypothèque ne sera pas la panacée parce que l'Europe est une Europe à multiniveau, mais toutes les orientations de cette directive vont en tout cas dans la bonne direction. Ce n'est pas une panacée, mais ça va dans la bonne direction. Je crois que c'est l'occasion pour l'Espagne aussi de se pencher sur ces questions. Et quand on voit la situation en Espagne ou la situation dans d'autres États comme les États-Unis, là aussi, c'est une question qui a dû être examinée. Il reste beaucoup de pain sur la planche et j'espère vraiment que cette réunion sera utile pour que nous puissions échanger nos points de vue et pour pouvoir réaffirmer clairement que l'Union européenne réagit au niveau du marché bancaire hypothécaire et qu'on énonce un certain nombre de principes afin d'aborder la crise. J'espère que l'Espagne nous suivra. Merci beaucoup. Monsieur Romeva. Merci beaucoup. Moi, je salue la présence de Mme Colau au nom de la plateforme. Mais je tiens également à préciser que cette présence ici, c'est un élément qui devrait nous couvrir de honte tous. Parce que cela montre que le problème n'est pas dans le système, mais le problème, c'est le système. Parce que le système permet tout ce qui a été aujourd'hui dénoncé. Le problème, c'est le système. Un système qui fonctionne bien ne permettrait pas que de telles situations se produisent. On est face à une situation d'urgence. Ça a été très bien exposé. Alors, on ne peut pas comparer la mort de dizaines de personnes dans une situation qui a été provoquée par des tiers à la situation que vous avez mentionnée. Ce n'est pas du même niveau. On ne peut pas comparer les deux situations. Vous pouvez critiquer, vous pouvez déplorer, vous pouvez condamner si vous voulez, mais vous ne pouvez pas mettre ces deux situations sur le même pied. Envisager les choses comme vous l'avez fait me semble en tout cas un manque de respect pour les personnes qui souffrent. Ici, nous sommes face à une situation humanitaire, une situation qui exige que la loi soit modifiée. Que la loi soit modifiée, et pour cela, il faut une seule chose, il faut une majorité parlementaire. La majorité parlementaire, nous ne l'avons pas pour l'instant, parce qu'il y a une majorité absolue qui l'interdit. Or, la majorité des citoyens réclament cela. Et si cela se produit, c'est parce que la majorité parlementaire ne représente plus la majorité citoyenne. Et c'est cela que dénonce Mme Colau. Et c'est la faille du système aujourd'hui dans ce contexte démocratique, ou en tout cas dans ce contexte de démocratie représentative. Nous devons changer la loi. Cette loi doit être frappée du bon sens. Et nous parlons ici d'expulsion et d'expulsion forcée. Alors si l'Europe ne comprend
pas qu'il ne s'agit pas du problème individuel de quelques personnes, mais qu'il s'agit d'un problème social qui découle de la loi, qui découle de la faiblesse de la structure européenne, alors nous n'aurons rien compris. Les mesures économiques que les autorités européennes envisagent aujourd'hui dans différents contextes, notamment celui avec la Commission, ces mesures apportent ce genre de situation, ces situations comme conséquence. Si nous ne comprenons pas que pour changer cette situation, il faut changer le modèle, mais avoir une situation dans laquelle la crise débouche sur de l'escroquerie dont les familles sont victimes, je pense que c'est un problème de crédibilité pour l'Union européenne. Nous sommes à la veille des élections. En 2014, ce sera un tournant. Il y aura un projet européen, le projet européen sera remis sur la table. Si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème citoyen, ce problème de bon sens, je pense que la sanction européenne sera terrible. Merci. Muchas gracias, señor Romeva. Merci. Por alusiones le estoy diciendo que no necesita. N'hésite ni une minute. Cher Raoul, je n'ai pas, comme vous l'avez dit, comparé entre les morts. Je n'ai pas parlé de morts, j'ai parlé de ces interventions, los escraches. Et vous pouvez me le dire, je les condamne et je vais même plus loin. Et j'aurais voulu qu'elle nous explique ce que c'est exactement. Madame Colau aura la possibilité de nous expliquer. Alors voici les demandes d'intervention. Favor Salvaso. La señora Miranda y el señor Martínez. Si les parece el criterio à partir de maintenant, sinon on n'aura pas la possibilité de terminer l'ordre du jour, je vous propose d'intervenir et si vous êtes sur la liste des intervenants, je vous donne 3 minutes de temps de parole. Et ceux qui font partie d'un groupe parlementaire et qui ne sont pas encore intervenus, ils auront le même temps. Sinon, nous ne pouvons pas terminer notre ordre du jour. Monsieur Salva. Merci, Monsieur le Président. Madame Colau demande que l'on réglemente. Le gouvernement espagnol a réglementé. Madame Iturgaiz a fait une description de ce que le gouvernement espagnol a fait. Madame Colau a demandé un fonds de logement. Le gouvernement a établi un fonds de 6 000 logements disponibles à un loyer à bas prix. Monsieur Sanchez Presedo a décrit ce qui récemment a été approuvé. Ce lundi dernier, Monsieur Antonin Sanchez Presedo a lancé une initiative de nouvelles directives pour la protection des hypothèques avec le soutien du Parti populaire, du Parti socialiste, du Parti libéral, du Parti conservateur, des Verts et des conservateurs britanniques. Et je puis vous garantir, madame, et vous aurez les textes, qu'il n'y a pas d'incohérence, il n'y a aucun écart entre ce que ce Parlement propose, ce que propose la Commission et ce que propose le gouvernement espagnol. C'est pourquoi je ne comprends pas que Madame Colau dise que c'est une anomalie dans le contexte européen. Que vous m'expliquiez, madame, il n'y a pas une seule contradiction entre ce que nous avons convenu ici au Parlement européen et ce que le gouvernement espagnol a déjà mis en place. Et je ne comprends pas sincèrement ce que dit M. Romeva lorsque son groupe parlementaire a été l'un des groupes qui est convenu de cet accord aussi. Les Verts saluent cet accord qui garantira une protection supérieure aux citoyens. C'est ce qu'a dit votre groupe, madame. On ne peut pas comprendre pourquoi vous dites que ceci est une anomalie dans le contexte européen. Nous sommes cohérents par rapport au contexte européen. Le gouvernement espagnol
met en œuvre des mesures qui vont dans le sens de ce que demande la majorité des députés ici, les socialistes, le PPE, les libéraux, les Verts et les conservateurs, et le groupe auquel appartient Monsieur Romero, en plus des 27 États membres. Alors le gouvernement espagnol aura bien fait quelque chose de correct dans la mesure où il est cohérent par rapport à ce que disent le Parlement et le Conseil. Madame, j'insiste, il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui ne regrette pas sincèrement le sort de ces milliers de familles. Et c'est pour cela justement que nous agissons. Merci d'avoir tenu le temps de parole. Monsieur Larakos. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. La crise que nous traversons renforce les liens qui nous unissent. Vous nous avez souhaité la bienvenue. Vous avez souhaité la bienvenue aux intervenants. Il me semble avoir compris, suite à ces propos de bienvenue, que les conservateurs avaient des liens plus étroits récemment. Inutile que je vous livre mes observations sur l'opportunité de l'étroitesse de ces liens. Après tout, nous avons les mêmes problèmes en Grèce, en Italie également. On connaît les mêmes problèmes. Tous ceux qui sont propriétaires d'un logement, qui ont pris un emprunt hypothécaire, connaissent ces difficultés. Les banques connaissent, elles aussi, des difficultés de recouvrement. Et ces difficultés, elles seront résolues en suivant les exigences allemandes. Mais le droit allemand prévoit des situations d'urgence imprévues. Et celles-ci devraient être prévues pour les emprunteurs. C'est une situation qui a un impact direct sur l'ensemble du monde également. Mais nos gouvernements, me semble-t-il, n'essayent pas de gérer cette crise en se fondant sur des critères sociaux, me semble-t-il. Notre commission, la commission des pétitions et l'Union européenne, d'une manière générale, elle, est aux prises à d'autres difficultés. Il ne s'agit pas tant de savoir si nous avons compétence à discuter de ces questions ou pas, mais bien davantage de savoir ce qu'il en est du phénomène que l'on observe en Europe à l'heure actuelle, un phénomène qui aura pour conséquence des émeutes sociales très prochainement. L'enjeu ici, c'est véritablement la paix sociale sur le continent européen. Par conséquent, et je me permettrai une suggestion à l'adresse de cette commission, vis-à-vis de la Commission européenne et des autres institutions européennes, je proposerai la chose suivante. Tout d'abord, les emprunts hypothécaires, désormais, ne doivent pas être titrisés. Il est inconcevable que des emprunts hypothécaires soient titrisés et fassent l'objet d'échanges sur les marchés financiers internationaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les banques doivent impérativement introduire des assurances de manière à ce que les responsables de la gestion des économies soient des banques. Il serait inconcevable que les banques deviennent des casinos. Les partenaires sociaux, au bout du compte, seraient ensuite amenés à payer la facture. Ce serait inacceptable. Il faut que nous fassions preuve de beaucoup de vigilance s'agissant de cette question. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui sont intervenus avant nous à propos de la tragédie de ceux qui perdent leur logement. Mais on ne peut pas prendre de décision au moment présent. Et donc j'espère que le gouvernement espagnol fera preuve de tolérance et permettra aux emprunteurs de disposer de suffisamment de temps pour qu'une solution européenne puisse être trouvée à ce problème. Garcés. Merci beaucoup, Monsieur Garcés. Gracias, presidente. Monsieur le Président, merci. Je pense qu'on est en train ici de toucher à un des points pour lesquels le Parlement est vraiment une institution compétente. Il s'agit d'une question qui concerne des citoyens, des citoyennes espagnols ou d'autres pays européens. Une situation qui touche quelque part à la compréhension de l'exercice direct de la réalisation du respect des droits de l'homme. Et
Dans ce contexte, j'en arrive tout de suite à ma conclusion. Cette question elle ne doit pas être clôturée ici, aujourd'hui. Il faut que ce dossier reste ouvert pour que la commission des pétitions ait le temps de collecter davantage d'informations, qu'elle puisse se pencher sur l'évolution législative européenne qui est en phase de débat à l'instant et voir aussi comment évoluent les faits dans d'autres secteurs. Donc voilà quelle devrait être la conclusion. La raison me pousse à dire que cette pétition, cette demande d'un report des expulsions, la demande de l'application de Dacio et Insolutum sont des demandes minimales que l'on devrait pouvoir envisager dans n'importe quelle loi nationale, dans le respect du principe de subsidiarité, certes. Mais quand on voit ce que fait l'Espagne dans d'autres contextes constitutionnels, par exemple en Andalousie, je pense que là aussi, les députés européens devraient peut-être contribuer à ce que l'on puisse envisager d'autres solutions. La tutelle judiciaire est indispensable. Il y a un arrêt de la Cour européenne de justice pour, ou plutôt contre, ces clauses abusives. Et par conséquent, il faut que cet arrêt soit transposé totalement dans les différents domaines nationaux correspondants. Sans aucun doute, le système judiciaire espagnol est plus sensible que le système politique national et ce fait attire l'attention du citoyen. Je crois que la Commission également, dans ce cas si particulier, dans ce cas qui concerne de si près le citoyen, la Commission se doit de prendre le temps de dresser des rapports très précis, des rapports disposant d'un maximum de soutien juridique pour répondre à cette pétition qui nous est présentée aujourd'hui. Et la Commission ne devrait pas fermer la porte sur cette question. Comme d'autres députés l'ont déjà dit, nous sommes ici dans un contexte, ou en tout cas dans les pays du sud de l'Union européenne, il existe des menaces qui planent sur la paix sociale. Les menaces sont telles qu'elles ne peuvent nous laisser indifférents. Dès lors, je pense qu'il faut vraiment que ce dossier reste ouvert et que tant la Commission des pétitions que la Commission européenne puissent creuser cette question, l'examiner sous toutes ses coutures, afin de voir quels sont ce que nous pouvons faire au niveau de l'Union européenne. Monsieur Bostinaru. Chers collègues, procesul continuă. De aceea am să invit și je vais inviter mes collègues. Excusez-moi, je n'entends pas. Micro. Excusez-moi, je ne l'entends pas. Problème technique. Les compétences de l'État de l'Union européenne n'ont pas été respectées ou alors ces compétences ont été de manière superficielle mises en œuvre. Et je pense au problème de la publicité mensongère. Je parle également du droit des consommateurs. Je parle en même temps de la transparence des contrats, de ces causes qui sont de manière tellement perverse, mise quelque part au sous-sol de la page, en note de bas de page, et non pas in extenso dans le contrat. Et à la fin, 1 million de personnes à peu près en Espagne se trouvent aujourd'hui devant une véritable tragédie pour eux et pour leurs familles. Mais dans les autres États membres, les choses se passent de la même manière, ou presque. Je pense ensuite à la manière dont l'autorité de surveillance bancaire en Espagne a exercer son obligation
ses responsabilités de surveiller l'activité des banques, surtout parce que la tragédie Lehman Brothers a commencé en 2008 et à partir de cette année-là, voilà, il y a des années qui sont passées. On est aujourd'hui en 2013 et nous disons qu'on a encore du temps afin de résoudre le problème respectif. Seulement qu'il s'agit là de dizaines et des centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de temps parce qu'ils n'ont plus de ressources, ni matérielles, ni morales. En même temps, il s'agit là d'une violation d'un principe juridique élémentaire, fondamental. Personne ne peut être sanctionné de manière double. On va confisquer son bien et ensuite on l'oblige à payer une hypothèque, bien qu'il n'ait plus ce bien en possession. Et cela ne se fait pas pour faire preuve d'une solidarité minimale. Où se trouve la responsabilité des banques qui ont pratiqué ce type de politique véreuse? Dites-moi un seul cas de banque, de fonctionnaire, de directeur, de PDG, qui se soit trouvé dans la situation de payer, de répondre parce qu'il a offert des crédits sans respecter les critères minimums de prudence. Ils ont par contre reçu des bonus. Après 2008, ils ont continué à faire du business comme d'habitude. Après 2008, ils ont continué à mener leur vie dorée et ils ont réussi à payer par la dette publique de l'Espagne, de la Roumanie et d'autres pays. Et aujourd'hui, ils se moquent de milliers de gens en Europe qui sont confrontés à cette tragédie. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous devrions dire une chose douloureuse. Nos États, mes amis, nos États membres de l'Union européenne ont échoué d'une manière tout à fait inacceptable dans leur responsabilité, dans leur rôle de protéger les droits constitutionnels de leurs citoyens. Et cela s'est passé au niveau de toute l'Union européenne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons aujourd'hui encore du temps. Mais ces citoyens, ils n'ont plus de temps. Et nous non plus. Nous n'avons pas non plus beaucoup de temps parce que notre mandat vient à échéance au printemps 2014. Voilà pourquoi je sollicite que cette pétition reste ouverte. Je sollicite à la Commission européenne, au Conseil, à la Commission du Parlement de discuter, de négocier un régime d'urgence parce que le Conseil ne peut pas rester impassible et réticent vis-à-vis d'un problème qui devient un énorme problème social. À côté des autres, le tsunami social est tout près et pas seulement en Espagne. Merci de votre attention. Muchas gracias, señor Ustinov. A continuación, la señora Miranda. Madame Miranda. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Colao, bienvenue parmi nous, bienvenue aux citoyens que vous représentez. En tant que membre de cette commission pétition, nous sommes fiers de pouvoir recevoir la citoyenneté que vous représentez aujourd'hui. Aux citoyens, pas un ou deux citoyens, mais des centaines de personnes qui se sont manifestées, qui sont en train de se défendre dans le cadre de cette initiative populaire. C'est un exemple de civisme, de participation à l'État espagnol. Des personnes qui se manifestent, des personnes qui se mobilisent pour défendre leurs droits, parce qu'elles n'ont pas obtenu de réponse, de la part du gouvernement, et tout simplement parce que ces personnes se retrouvent seules. Et c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes seuls, parce que les banques vous ont abandonné, parce qu'un parti bien particulier vous a laissé tomber. Et qui suis-je ? Moi, je ne suis pas ici en tant que représentante de ma coalition, de mon groupe ou de mon parti en Espagne. Qui sommes-nous pour jeter la pierre à ces manifestants? Nous devrions respecter cette demande qui nous est présentée aujourd'hui et c'est un véritable honneur pour notre Chambre de vous recevoir aujourd'hui. Cette pétition, ainsi que la précédente et la suivante, ce sont des exemples clairs, des symptômes de la situation d'urgence sociale dans laquelle se trouvent aujourd'hui les citoyens espagnols. Ce sont des symptômes d'une maladie dont les victimes
dont sont des familles, des foyers, qui sont les victimes de ces irresponsabilités. Or, ce ne sont pas elles qui sont coupables des échecs du système. L'Union européenne est en train de sauver les banques. L'an dernier, 40 milliards d'euros ont été versés pour sauver les banques et pendant ce temps-là, les familles sont sans logement. Des personnes qui ont travaillé à la sueur de leur front pendant toute leur vie se retrouvent sans aucun franc de côté, sans aucun euro de côté, abandonnées par leur gouvernement. Et par conséquent, je pense qu'il ne faut pas pénaliser, mais plutôt soutenir ce mouvement, soutenir ces personnes. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bostinaro. Un minimum de solidarité, c'est ce dont nous devons faire preuve, mais pas un minimum, mais un maximum de solidarité. Nous devons honorer cette demande, nous devons appuyer cette demande. Parce que la directive n'est pas encore en vigueur. Et donc, ces personnes sont sans défense juridique. Et par conséquent, je crois qu'il faut faire un pas en avant. Cette initiative populaire, c'est un progrès significatif. C'est quelque chose qui nous permet de changer les choses. Et oui, les choses, on peut les changer, comme l'a dit la représentante de la plateforme. Ce sont des personnes qui ont été escroquées. Escroquées, non, pas des personnes qui viennent ici pour se montrer de manière symbolique, mais simplement des personnes qui représentent leur foyer, leur maison, qui ont été escroquées par des directives européennes. Et je crois que cette situation, sans aucun doute, doit rester ouverte. Cette demande doit rester ouverte et j'espère pouvoir compter sur le soutien de mon groupe. Merci. Merci, Monsieur Martinez. Merci. Comme mes camarades l'ont fait, moi aussi je salue les pétitionnaires et je suis solidaire. La situation qu'on nous a exposée est bien réelle, ce qui est très très préoccupant et cela affecte à beaucoup de citoyens, énormément de citoyens et presque nous serons ou nous sommes affectés directement, pratiquement. La situation est intolérable et scandaleuse. La pétition se penche sur des cas et parle de aborde des parlementaires qui sont représentants de la citoyenneté. Nous sommes des citoyens représentant les citoyens responsables. C'est une situation qui affecte les citoyens, qu'il y ait eu l'appui des uns ou des autres, de la police, du judiciaire, cela ne dévalue pas ni ne dilue pas ce que l'on peut dire de cette situation qui est qualifiée comme intolérable et scandaleuse. Et je pense que nous ne devrions pas, et certains d'entre nous ont décidé fermement d'y mettre la main. Et il faudrait voir où on en est, parce qu'il y a l'escroquerie et l'escroquerie. On ne peut pas accepter ici qu'il y ait cette escroquerie. Cette situation qu'on a dénoncée est parfaitement incompatible avec les valeurs d'un modèle social européen et qui est d'ailleurs très menacé en ce moment et qui est mise en question actuellement. Et c'est parfaitement incompatible avec ces valeurs. Le problème, c'est qu'ici, nous ne discutons pas ni nous prenons aucune mesure lorsque quelque chose est incompatible avec des valeurs. Quand quelque chose est incompatible comme les dispositions qui ont été réglées et adoptées par le Parlement. Alors on discute, mais il y a un paradoxe. Lorsque l'on dit que ça, c'est l'Union européenne qui... On ne se demande pas pourquoi, on demande la protection, ou on demande qu'il y ait des citoyens qui s'expriment et demandent la protection ici, à quelque chose que nous ne croyons pas. Alors si nous croyons à cette protection offerte aux citoyens, si nous croyons en la logique des valeurs dont j'ai parlé, alors il est bon qu'ils viennent ici demander protection et il est bon que cette commission apporte protection, passe aux demandes qui nous sont soumises. Ce que dit la Commission, et c'est logique,
c'est que, la Commission dit cela avec les phrases appropriées, mais si on interprète les propos de la Commission, elle dit ceci: si, oui, il y a une disposition européenne qui peut être violée dans le cas en question. Et alors, il n'y a aucun doute, la pétition ne peut pas doit rester ouverte. On ne peut pas clôturer ce dossier. Il est très important pour notre pays que ce soit le cas, parce que un jour ou l'autre, on aura une pétition, et puis c'est quand la Commission décide qu'on ferme la pétition. Les professionnels de l'information ont pour obligation de savoir que les pétitions ici, c'est pas la Commission qui les clôture, c'est le Parlement qui clôture. La Commission donne un avis que, bien sûr, nous allons prendre en compte. Mais ce n'est pas la Commission qui clôture la pétition. Nous mandatons la Commission pour qu'elle continue à investiguer là-dessus, pour voir si on aboutit à un progrès suffisant pour que la Commission de pétition du Parlement soit convaincu que le dossier peut être clôturé, soit parce qu'il n'y a pas eu violation, ou alors parce que l'on a porté remède. Et si on n'a pas porté remède, alors on est allé devant les tribunaux pour que les tribunaux et la Cour au niveau européen se saisissent de la question et obligent le pays, l'Espagne en l'occurrence, à prendre des mesures qui seront réellement capables de porter remède à cette violation que l'on dénonce. Je pense que il y a quelque chose d'important que les pétitionnaires doivent savoir, sauf que nous allons poursuivre ce dossier jusqu'à ses dernières conséquences. Ils doivent savoir que leur mobilisation a servi pour qu'au niveau européen, l'on mette en marche toute une série d'initiatives que l'on n'aurait jamais lancées sans la mobilisation des citoyens espagnols. Et Antolín l'a dit, et la Commission, on n'aurait jamais lancé cette procédure s'il n'y avait pas eu la mobilisation de nos amis en Espagne. Et je pense que ça, c'est déjà un motif de satisfaction et de grand espoir, et de certain espoir. Et je pense très certainement que nous allons vers une certaine homogénéisation parce que nous n'avions pas de législation cohérente dans les différents pays de l'Union et ceci va être corrigé. Et je pense que cela va faciliter certainement les choses pour que l'on ne revienne pas à ces situations qui frappent hélas notre pays. Avec cette nouvelle législation, on va essayer de trouver des solutions à des problèmes. Soit on va les résoudre, soit ils vont nous empoisonner la vie. J'ai encore une dernière question, simplement une question. Il y a un sujet qui m'a préoccupée dans cette initiative citoyenne dont on ne parle jamais. On parle d'une injustice brutale. Il y en a qui ont eu une hypothèque en taxant 200 000 € un logement, puis tout d'un coup on leur dit que ce logement ne vaut plus que 50 000. Alors moi je n'ai pas compris que l'on ne demande pas que le prix pour auquel la banque ait étiqueté ce prix ne l'oblige pas lorsqu'il s'agit de rendre ce qui est à la banque et le citoyen doit rembourser. Pourquoi à ce moment-là le citoyen ne doit-il pas rembourser à ce prix moindre que la banque a donné? Voilà, je pense que aujourd'hui, j'espère que cela pourra nous servir à discuter, mais surtout que ça nous aide à encourager ce processus qui a été lancé. Et c'est grâce à eux qui sont à la base de cette mobilisation. J'espère que dans leur réalité, ils pourront voir que cela servira à quelque chose et que ça pourra défendre ceux qui, jusqu'à présent, n'ont jamais eu de droits parce que la société dans laquelle ils vivent nie leurs droits. Merci, Monsieur le Président. Quand vous êtes président, vous aussi, vous êtes flexible et je me suis permis d'être flexible aussi. Je vous en prie. Madame Miranda, ne soyez pas démagogue. Ce gouvernement, Madame Miranda, je vous ai laissé parler. Je vous prie de me laisser parler.
ce gouvernement a approuvé de décrets royaux et des lois d'application qui reprend tout ce que le groupe que vous représentez, les Verts, ont demandé et ont obtenu ce que cette loi applique. Et je me félicite du fait que le PPE, les socialistes, les démocrates, les Verts et les libéraux, les conservateurs, nous ayons tous convenu d'une chose et c'est exactement ça que le gouvernement espagnol a mis sur pied. Voilà, madame, ce que je voulais souligner. Monsieur le Président, on vous a oublié. Oui. Bon, oui, je suis obligée de réagir à ce stade. Je ne suis pas là pour parler de politique espagnole. Je suis venue ici pour parler de l'Union européenne. Je ne suis pas très satisfaite de la directive que nous avons approuvée, mais je ne pense pas que la législation espagnole développe les orientations de la directive. L'Espagne doit faire une réforme hypothécaire profonde pour pouvoir ajuster sa législation aux principes de la directive européenne. Cette directive, le débat sur la directive date de bien avant, bien antérieur au débat espagnol. Le Parlement européen a suivi ce dossier et je pense que le gouvernement espagnol, que ce soit celui-ci ou l'autre, devra s'aligner sur les orientations de la directive. Merci. Madame Garcia Hierro. Monsieur le Président, merci. Bon, on sait pourquoi l'émotion est telle. C'est parce que ce problème, c'est que ceux qui en souffrent réellement. Et moi, je ne veux... Ils n'ont pas demandé à ce que Madame soit ici aujourd'hui. Mais notre Parlement, c'est la voix de ceux qui n'en ont pas. Et de ça, j'en suis convaincue. S'il n'y avait pas eu cet effort, on ne parlerait pas de trouver une solution à ce problème. Un problème qui n'est pas nouveau, certes. Nous serions en train de parler des décisions importantes qui concernent des êtres humains. Il ne s'agit pas ici d'une crise isolée. Il s'agit de la conséquence de l'explosion de la bulle immobilière. Une bulle immobilière qui a pris naissance, qui s'est développée à cause de l'évolution des prix des logements, mais pas seulement, à cause de la spéculation du secteur immobilier, de la spéculation bancaire, spéculation des promoteurs, spéculation des institutions qui pensaient qu'il s'agissait là d'une bonne affaire. Et l'explosion de la bulle financière, la crise de Lehman Brothers, c'est dans ce cadre qu'on a pris des décisions de réajustement politique, des mesures d'austérité qui ont offert aux citoyens des crédits sans aucune garantie. On leur a dit qu'ils ne risquaient pas de perdre leur emploi et qu'ils pouvaient s'engager. Pour les entités bancaires, pour les autorités politiques responsables de ce mensonge, on n'a pas encore défini de responsabilité. Il y a eu des mesures économiques, des mesures veillant à ce que l'on puisse sauver ces entités financières en Espagne et ailleurs. Et ceux qui ont perdu leur emploi à cause de ces coupes, à cause de ces mesures d'austérité, ont également perdu leur logement. Donc ils ont perdu leurs deux droits fondamentaux, le droit du travail et le droit du logement, des droits qui donnent une dignité à l'être humain. Mais ça ne suffit pas. Avec la législation nationale actuelle, ils doivent continuer à payer un logement qui désormais est entre les mains des banques et qui des logements, des maisons qui sont mises en vente publique et tout le monde sait comment cela fonctionne. Nous sommes la voix des sans-voix et il faut que nous trouvions. Et si ce mouvement n'existait pas, nous ne serions pas ici pour essayer de trouver des solutions.
Je pense qu'il y a des solutions. Il ne s'agit pas de négocier la convention. Il faut renégocier le prix de l'hypothèque au prix réel. Si les entités financières espagnoles ont fixé à 300 000 € le prix de ce logement, mais qu'aujourd'hui, ces entités financières qui ont été sauvées par les fonds européens, par les mesures d'austérité appliquées en Espagne, le prix soit adapté et que le crédit soit impacté au prix, adapté au prix réel. Et ce faisant, je pense que il y aurait beaucoup moins d'expulsions parce que le prix serait obligatoirement revu à la baisse et les citoyens s'en sortiraient. On pourrait appliquer le datio in solutum, ce serait une première solution et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans beaucoup de pays. Merci. Merci Madame Garcia-Hiro. Madame Noka. Dasnoka, pardon. Danoka. Je n'avais pas compris. Je serai très brève, Monsieur le Président. Peut-être sortons un petit peu de ce contexte purement espagnol. Essayons d'élargir quelque peu le débat. Notamment, M. Turcay a mentionné certains éléments, mais mon État membre, la Lettonie, ne l'a pas été. Or, ce problème, il existe également dans mon pays, la Lettonie, et dans d'autres, et dans les deux autres États baltes. Proportionnellement, on est à peu près à la même situation qu'en Espagne. Par conséquent, je prends position. Je propose que l'on laisse cette pétition ouverte, qu'on ne la clôture pas, que l'on introduise de nouvelles directives sur les prêts hypothécaires. Nous revendiquons cette Europe sociale. Les États-Unis ont une législation plus sociale que la nôtre. Nous ne prétendons pas être les États-Unis, mais quoi qu'il en soit, il faut que nous agissions. Et merci beaucoup aux pétitionnaires espagnols. Au nom de la population de Lettonie, merci, madame. Muchas gracias. La última palabra antes de... Merci. Monsieur Incro avant la pétitionnaire. Merci, Président. Je vais être bref et je ne vais pas élever la voix. Je vais rester calme. Je vais simplement vous soumettre une petite réflexion au fil de ce que j'ai entendu ici et j'espère que vous me permettrez de terminer cette petite réflexion. D'abord, on a parlé de logement, de civisme, de participation. Ceci est un problème qui affecte non seulement l'Espagne, mais aussi d'autres pays. Nous savons quelle est l'origine, qui est compliquée pour sa solution. Les causes sont multiples. Mais dans le cadre de ce mouvement, vous savez comme moi-même qu'à vous et à moi, on nous a dit que nous ne représentions pas les citoyens. Et on nous a dit et on nous a signalé, non pas par rapport à ce qu'on dit en public, on nous a envoyé des interventions dans nos maisons, chez nous. Alors ça, c'est tout sauf démocratique. C'est vrai que je salue tous les citoyens ici qui ont un problème,